Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la médiathèque Abass Ndione de Bargny. Et merci celles et ceux qui nous suivent à travers Zoom. Très heureux et très honoré de vous recevoir ici, encore une fois à Bargny, pour cette conférence qui tourne autour du thème leadership, éthique et engagement citoyen. Et à la lecture de la préface, j'ai vu que vous avez fait beaucoup de pérégrinations. Donc, en principe, vous devez être un homme pétri de culture. Et le thème que j'ai vu, certainement, on va se régaler. Hein? Et je vous dis simplement, merci d'être là. Donc l'association Sunu Bibliothèque a pour but de promouvoir la culture numérique, d'assurer l'inclusion sociale et d'apporter un soutien à l'éducation. Et pour notre cas, elle avait pour mission de moderniser et d'équiper l'ancienne bibliothèque municipale, d'assurer la gestion en la professionnalisant et tout en misant sur une équipe jeune. Je suis très émue d'être ici devant vous parce que moi je suis là parce que vous les Bargnois vous êtes là. Donc tout ce que je fais c'est juste que je vous rends ce que vous m'avez donné. Donc njukkal bi yéen la maa ngi leen koy delloo maa ngi leen di gërëm aussi. Donc je voulais juste dire l'association, je suis ici vraiment au nom de l'association Sunu Bibliothèque. Donc le cabinet que je dirige est partenaire qui travaille beaucoup avec le cabinet que Baba dirige, Congoloba. Nous travaillons au service de cet engagement fort pour l'association Sunu Bibliothèque. Nous voulons que ce que l'association fait soit entendu partout. Nous avons commencé par Bargny parce que nous sommes de Bargny. Et comme les bouddhistes, Kendo Bale Penche Bayiru. Donc, la bibliothèque, c'est le sanctuaire de la pensée pure. Une bibliothèque, c'est l'un des plus beaux paysages du monde. Bonjour, moi c'est Aoché Sam, élève en classe de 6e. Je suis une abonnée de la médiathèque. Je trouve que l'idée de la création d'une médiathèque a été excellente. Félicitations à l'association Sunu Bibliothèque pour ce beau projet. Je pense que c'est un modèle à reproduire au niveau des autres villes et communes du Sénégal. Cela serait un atout pour les élèves et ça leur permettra d'améliorer leur vocabulaire en français. Ensemble, soutenons la médiathèque de Bargny et encourageons la mise en place d'autres médiathèques dans d'autres communes. Bravo. Il se trouve que dans l'écriture, il y a, je dirais, cette dimension dans l'esprit anglo-saxon, puisque j'ai été beaucoup influencé par les anglo-saxons. Quand vous écrivez, vous parlez de votre vécu, de choses dont vous avez été témoin ou des choses pour lesquelles vous êtes un observateur avisé. Il se trouve qu'en écrivant le livre, je suis les trois. Je suis à la fois acteur, je suis observateur de mes propres souffrances, de mes propres tragédies, mais ce n'est pas un livre malheureux. À aucun moment, dans ce livre, vous ne trouverez des éléments de tristesse, des éléments de pleurnicherie, des situations de « je me plains, je suis malheureux ». Et pourtant, et en l'écrivant, je me dis, si ça peut inspirer des gens, si ça peut leur ouvrir les voies de l'étude, de la réflexion, de la curiosité, alors j'aurais fait une œuvre utile. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tous nous regarder et nous mettre dans le même sac et dire que de toute manière, les Africains vont arriver en retard, de toute manière, ils parleront beaucoup pour rien dire, etc. Et donc, ça veut dire que le souci de performance, le souci d'aller au-delà de soi-même, au-delà, je dirais, d'une certaine attente, bouscule leurs convictions. Et ça, c'est extrêmement important. Je dis souvent à mes enfants, lorsque vous êtes au même niveau que la personne, je dirais, française, canadienne, américaine, et qu'on ne vous prenne pas, c'est normal. Si vous voulez avoir une chance d'être prise, et ça c'est très vrai pour les femmes, parce que si vous avez des hommes et qu'il y a une femme, mathématiquement, la probabilité que vous choisissez un homme est beaucoup plus grande. Si la femme n'est pas sur le plan des critères de performance au-dessus, vous ne la prendrez pas. Donc je pense qu'il faut se fixer des objectifs et essayer de les dépasser. Le deuxième élément qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est ce qu'on appelle l'authenticité. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez bien dans votre peau. Les complexes, ça se voit. Le manque d'assurance, ça se voit. Le mimétisme, ça se voit. Et on pense que
je pense que les gens ne vous respecteront. Mandela dit encore, imposez le respect. Imposer le respect, ça veut dire que faites en sorte de ne pas vous mettre dans des situations embarrassantes. Et je pense que le comportement humain est d'abord l'élément fondamental qui vous permet de passer les frontières. Donc, pour répondre à la question de Rokhaya, il n'y a rien qui ne se fasse sans intégrité, sans travail, sans passion et sans authenticité. Et c'est ça qui nous caractérise et c'est ça qui fait qu'on arrive à la fois à naviguer le système et à réussir là où peut-être d'autres ne nous attendaient pas. Toute ma jeunesse, j'ai vécu avec l'idée que dans notre maison familiale, à 13h, le repas est posé. Et j'ai vécu avec, en famille avec l'idée que mon père disait, j'ai perdu mon père il y a plus de 40 ans. Mon père disait, vous avez le droit de faire grasse matinée le dimanche, mais à partir de 10h, il n'y a plus de petit déjeuner. C'est-à-dire que si vous ratez le petit déjeuner de 10h, il faudra attendre le agne. Mais vous ne pouvez pas venir à 11h et dire. Donc, cette notion de discipline locale, familiale, elle existe. On veut la balancer d'un revers de main en faisant croire que le quart d'heure sénégalais, le temps machin, etc. Je pense que ce n'est pas exact. Et je crois également que s'il y a un domaine dans lequel l'Africain lui-même applique sa propre rigueur par rapport au temps et par rapport je dirais, à l'action, c'est la prière. La prière, il y a 1 heure. La rupture du Ramadan, il y a 1 heure. Il n'y a personne qui finit sa journée de Ramadan en se disant finalement 7h15 ou 20h30, c'est pas grave, je me prends mon temps supplémentaire. Donc, en disant ça, je risque peut-être de blasphémer pour un certain nombre de personnes, mais je l'assume totalement. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir une conception à géométrie variable selon les intérêts et les fantasmes des uns et des autres. Je pense qu'il faut cette rigueur-là. Moi, personnellement, j'ai la particularité de dire un peu aux gens, j'ai dit, écoutez, moi, je suis un gnac. Et que nous, les gnacs, on ne fait pas trop de à côté. On dit les choses telles qu'elles sont, et puis si ça plaît, si ça ne plaît pas, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Et mon fils, je racontais encore, je raconte beaucoup d'anecdotes, mais mon fils m'a appelé il y a 2 jours, il a 31 ans, il travaille dans une entreprise, il me dit, papa, pour la première fois, j'ai viré quelqu'un. Je l'ai renvoyé du boulot. Je lui ai dit, mais très bien. Et j'ai dit, mais raconte-moi. Il me dit tout simplement, nous avions une deadline. Normalement, on enregistre les commandes que lorsque le client a confirmé et a envoyé par écrit, le gars, il est venu, un Américain, hein, il a enregistré une commande pour laquelle le client lui a juste envoyé un appel téléphonique et un petit SMS dans lequel il ne confirmait pas la commande. Et donc, quand on a regardé ça, on a vu que c'était une violation flagrante de nos règles et de nos pratiques de business. On l'a appelé, on lui a dit, écoutez, vous avez le choix, on vous vire ou vous démissionnez. Alors, il a pleuré, il a tout ce que on lui a dit, mais dans la vie, il faut assumer. Et je pense qu'il faut que les gens apprennent à assumer. Tant que les gens n'assumeront pas leurs actes, mais on sera toujours dans une forme de tolérance coupable qui ne sert ni l'entreprise, ni l'organisation, ni l'individu. Si chacun prenait ses responsabilités et recevait le couperet qu'il faut, à la fois positif ou négatif pour une bonne action ou pour une mauvaise action, peut-être que ça changerait. Tu as parlé d'authenticité dans le leadership, tu as parlé de congruence aussi, c'est-à-dire de cohérence Absolument. entre ce qu'on fait, comment on le fait, ce qu'on pense. Absolument. Finalement, comment on processe toute la chose. Et je pense que c'est important pour intégrer aussi cette dimension très africaine de nos cultures dans les différentes formes de leadership, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Il y a des règles, comme tu l'as annoncé, qu'on suit, quel que soit l'environnement, pour être, même quand on est auto-entrepreneur, pour avoir une activité profitable et pour arriver à faire marcher son business, il y a une certaine discipline qu'on s'auto-impose. Et cette discipline-là, elle est encore plus grande forcément quand on est dans le cadre d'une multinationale ou d'une entreprise. Absolument.
la question de la diversité pour autant et de l'authenticité du leader africain. Si tant est qu'il y a un leadership africain qui est différent du reste. Je pense que c'est à ce moment-là que la notion de diversité, de diversité est importante et de capacité dans nos environnements aujourd'hui très globalisés, très mondialisés, tout est mélangé. C'est important d'être profondément ancré dans ce qu'on est et d'arriver à influencer finalement les règles de telle sorte qu'elles intègrent ce qui est important pour nous dans notre culture. Absolument. Juste quelques exemples. L'Africain parle beaucoup. L'Africain a besoin de tisser du relationnel pour la relation professionnelle, pour qu'elle soit efficace. C'est vrai. Absolument. Moi, je fais un point d'honneur quand on arrive à certaines réunions à dire « Excuse me, I'll have to greet everyone individually because in my culture, this is what we do. » Absolument. Je fais un point d'honneur à faire accepter, ou enfin qu'on l'accepte ou pas, je ne sais pas. Mais c'est important. Et je pense qu'il faut utiliser parfois sa position de leadership pour influencer les choses de cette façon-là. Absolument. Un autre exemple que j'aimerais donner, dans ce mois de juin-là, et pardon, ce n'est pas pour heurter les sensibilités, vraiment. Le mois de juin, c'est le mois de la Gay Pride. Dans le monde entier, on en entend parler. On voit partout. On voit des drapeaux arc-en-ciel, on voit des choses, etc. Je me suis fait convoquer au plus haut niveau hiérarchique parce que moi, j'ai refusé de laisser apparaître le logo de mon entreprise arc-en-ciel sur mon profil LinkedIn. Ça, c'est mon choix personnel. Absolument. Et non, à travers l'Afrique, qui est la région que je couvre, non, aucun pays ne célébrera aucune Gay Pride, aucun manager ne fera quoi que ce soit, parce que, quelle que soit mon opinion personnelle, j'ai aucun problème. Quelle que soit mon opinion personnelle, on accepte tout le monde dans l'entreprise, on fait vraiment, chacun fait ce qu'il veut. En démocratie, on est des adultes, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas en ligne avec notre culture, notre valeur, nos environnements légaux. Parce que c'est même légalement, il y a des thèmes qu'on ne peut pas revendiquer comme ça de manière ouverte. C'est un choix et il faut qu'on arrive à faire respecter nos cultures et notre valeur africaine. Donc, pour conclure sur ce point-là, je voudrais vraiment insister sur ça et pourquoi est-ce que cet aspect-là dont tu parlais tout à l'heure m'a marqué, c'est vraiment la nécessité d'utiliser nos voix une fois qu'on remplit certains critères qui nous rendent aptes à évoluer dans ce monde globalisé là, et dans ces règles internationales générales. Une fois qu'on est dedans, parce que we prove them wrong. Absolument. Une fois qu'on est dedans, c'est critique de faire mettre un point d'honneur à faire accepter tel que je suis. Parce que moi, je fais l'effort de t'accepter dans ta différence. Absolument. Je pense que c'est... Non, j'en reviens encore à Mandela. Mandela dit souvent, take a stand. Prenez position. Un leader, c'est quelqu'un qui prend position, qui ne reste pas dans une espèce de flou, on ne sait pas dans quelle position elle se situe. Non, il faut prendre une position, il faut assumer cette position. On ne peut pas être dans une logique, et je suis totalement d'accord avec Amsi, il y a des sujets sur lesquels il faut faire la différence entre l'opinion personnelle, l'environnement dans lequel on vit et la collectivité. Il y a des choses pour lesquelles on est dans nos positions, on est le représentant d'une collectivité. Dès lors qu'on ne heurte pas et qu'on ne fait pas offense à un groupe, je pense qu'on a le devoir de prendre ces positions-là et de l'affirmer très clairement. Et dans mon livre, il y a quelques exemples très simples là-dedans que j'évoque. Ce n'est pas le propos de ma présentation, mais il y en a quelques-uns. Merci beaucoup, Amsi et Baba. Je vais juste rajouter mon grain de sel à ce que vous venez de dire. On aurait pu rajouter à ce thème le courage. Parce que le leadership, l'engagement et l'éthique, ça demande beaucoup de courage. En fait, nous, dans l'accompagnement qu'on fait à des leaders, on dit qu'il faut avoir le courage de ses convictions. Absolument. C'est-à-dire que son authenticité, ses origines, sa position, etc. Et puis assumer la communauté qu'on représente, les valeurs de cette communauté-là. C'est un peu ce que Amsi disait. Quand on est devant, on doit vraiment pouvoir porter ce que le collectif nous demande de porter haut les drapeaux de notre communauté.
Et donc nous, aujourd'hui, dans les postures que nous avons la possibilité de tirer vers le haut notre communauté. Et c'est ce que nous faisons à travers l'association. Aujourd'hui, si on avait oublié qu'on était de Bargny, parce qu'on a des postures assez confortables, on aurait pu se dire, mais on ne va plus retourner à Bargny, on reste à Dakar. Mais en fait, je reviens sur ce que Baba disait au début. Ce sont nos parents, nos modèles, qui nous ont montré que ce qui compte, si nos parents ne nous avaient pas montré ce qui compte, nous ne serons pas là aujourd'hui et investir sur Bargny. Parce qu'en fait, c'est comme Baba disait, si on coupe l'arbre à la racine, l'arbre va mourir. Moi, sans ma famille, sans ma communauté, je n'existe pas. Et donc, Tabarolo est connecté sur Zoom. Toute ma vie, quand je vivais à Paris, mais je me suis toujours vantée de Bargny. J'ai toujours dit que les meilleurs cadres du Sénégal viennent de Bargny, même si mes amis se sont moqués de moi, mais j'ai pu leur donner des exemples parce que souvent les gens passent juste sur l'autoroute, la nationale 1, avant il n'y avait pas l'autoroute, et puis ils voyaient Bargny comme un village. Mais nous, nos parents nous ont appris que Bargny devait compter et c'est ce que nous allons continuer à faire. On n'a pas besoin de le faire en se montrant parce que ce n'est pas notre rôle, mais c'est ça, avoir le courage de ses convictions. Et la jeunesse d'aujourd'hui a un rôle à jouer, même si vous le faites sur les réseaux sociaux, gardez les connexions sociales, et ça peut-être que Baba devrait en parler, parce qu'aujourd'hui, on a un énorme risque, on parle des risques environnementaux, mais on a un risque majeur, c'est la perte de la relation sociale telle qu'elle doit être, absolument, telle qu'on attend en tant qu'être humain, parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On oublie que, comme Amsi dit, quand je viens, je vais aller saluer les gens pour vraiment leur montrer ma connexion à elles. C'est important à eux. Donc, je veux juste renforcer pour dire que nos valeurs, elles comptent. Moi, je me rappelle que j'ai travaillé dans les institutions, je travaillais aux États-Unis et j'ai beaucoup changé de rôle, d'activité. Et chaque fois que je quittais un endroit pour passer à un autre endroit, on me faisait un pot de départ. Et à force de travailler dans les institutions, tous mes collègues qui m'ont côtoyé aujourd'hui m'invitent à leur pot de départ et le mot de la fin, ils disent, comme Rokhaya le dit, je vous demande pardon parce que je ne suis pas sûre qu'on va se revoir. Et quand je meurs, je vais aller au paradis. C'est quelque chose que j'ai laissé dans la culture de mes collègues parce que c'est quelque chose que j'ai appris ici, Boitago. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas... Contrairement à ce que vous croyez, vous les jeunes ou nous les adultes qui sommes sur les réseaux sociaux, faisant le mimétisme de l'Occident, nous avons des valeurs fortes qui vont nous propulser vers l'avant, mais seulement si nous nous appuyons sur ces valeurs. Si nous ne nous appuyons pas sur nos valeurs, nous n'allons pas nous propulser. Donc, Baba, tu as parlé d'un point. Dans le livre, tu n'as pas voulu parler de tristesse et qu'on ne trouvera pas dans le livre de sujets tristes ou alarmants, de pouvoir s'alarmer sur son sort. Pourtant, très tôt dans le livre, on apprend le décès tragique de ton père. Mais tu ne restes pas là-dessus. Mais pourquoi tu n'as pas voulu nous amener sur... Parce qu'on reste sur sa fin, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Oui, je pense... J'ai été très marqué par mes parents. J'ai été très marqué par mon père, j'ai été très marqué par moi. Mais je n'ai pas voulu que ce livre soit un livre de sensibilité, de sensiblerie, d'apitoiement. Ce n'est pas le sujet. Je parle de mon livre que sur de mon père, que sur c'est le courage. Le courage, surtout dans nos sociétés africaines, quand on est l'aîné d'une famille, quand on est le pilier de cette famille, comme ce pilier qui soutient l'édifice, on se doit de garder ce courage-là. Parce que si on se met, je dirais, à pleurer, à se rouler par terre, mais comment vont faire les autres? Je n'ai pas voulu en parler parce que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout le sujet. Et Sadakan m'a posé la même question. Mon père est mort de manière tragique. Et le chapitre, tel que je le commence, c'est mon père qui m'appelle le matin et qui me dit comment ça va. On a un dialogue et c'était la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Mais je pense que moi, je vois dans toute tragédie quelque chose de positif. Je ne suis pas en train de dire que la mort de mon père est un élément positif. Je dis tout simplement que
quand on perd quelqu'un de cher, c'est un accélérateur de maturité. À partir du moment où on perd quelqu'un qui fait un certain nombre de choses pour vous et qui vous soutient, il y a un vide qui est créé et ce vide-là, il faut le remplir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Être un leader quand tout va bien. Oui. L'ouyomble. Oui. Tout va bien, tout fonctionne, il n'y a pas de crise, tout le monde est bien, tout le monde suit les règles. C'est face à l'adversité, c'est face aux problèmes, aux difficultés, aux inconforts, aux drames qu'on révèle vraiment son leadership dans sa capacité de résilience, dans sa capacité à rebondir et dans sa capacité finalement à accepter les choses telles qu'elles sont et à en tirer le meilleur, comme tu dis. On a souvent tendance, quand il y a un poste à pourvoir, à dire ce type-là, c'est le plus compétent. C'est le plus apte à résoudre les problèmes. Et on pense à tort que les nominations au poste de responsabilité se font en fonction, je dirais, de ce qu'on appelle les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques et objectives. En fait, c'est pas ça. Les compétences objectives ne représentent à peine 10 à 20%. Les 80 autres %, c'est est-ce qu'il est capable de travailler en équipe? Est-ce qu'il est résilient? Est-ce qu'il résiste à la pression? Est-ce qu'il est capable de prendre des décisions difficiles? Est-ce qu'il est capable de se créer des réseaux? C'est ça qui fait qu'on décide. Et là, souvent, on dit « Ah non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Celui-là, c'est le plus compétent. Il sait résoudre tout ça. » Mais non. Les véritables compétences de leader, ce sont des soft skills. Et je dis toujours que... et ça, c'est quoi les soft skills? Il faut parler. Oui, non, mais je vais y arriver. Entre celui qui sait le comment et celui qui sait le pourquoi, celui qui sait le pourquoi sera toujours le chef. N'oubliez jamais ça. Entre celui qui sait le comment et celui qui sait le pourquoi, celui qui sait le pourquoi sera toujours le chef. Et quand je parle de ce qu'on appelle soft skills, ce sont les qualités invisibles. La capacité de communiquer, la capacité de résister à la pression, la capacité de rencontrer des gens, de discuter avec eux, la capacité d'être positif. Il y a des gens, vous leur dites bonjour, ils commencent à pleurer en vous disant qu'il fait chaud, il ne pleut pas, il n'y a pas d'argent, il y a machin. Vous avez déjà droit à 20 minutes autour des choses qui ne vont pas, mais qui ne vous parlent pas des choses qui vont. C'est ça qui fait la différence entre les uns et les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous les jeunes qui êtes dans le milieu professionnel, sachez tout simplement que vous ne serez pas nommés sur la base. Les hard skills, les connaissances objectives peuvent s'acquérir. On peut faire de vous le meilleur mathématicien, le meilleur ouvrier, etc. Par contre, ce que vous travaillez par votre enfance, par votre éducation, par votre résilience, c'est la capacité de parler aux gens, de les comprendre, de les écouter. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Au moment même où vous parlez, ils vous donnent la réponse avant même de le savoir. Souvent, je me retrouve dans des situations, mais je dis, mais madame, vous ne savez même pas ce que je vais dire et vous m'envoyez la réponse. Et ça, c'est important. Je m'arrête là-dessus. Je vais juste illustrer ça en partageant une citation qui est ma citation fétiche, que j'ai imprimée pour mettre sur le mur de mes enfants, qui lisent tous les matins, que je dis à tout va. C'est une citation d'un coach américain qui s'appelle Zig Ziglar et qui dit « Ce ne sont pas tes aptitudes, mais ton attitude qui détermine ton altitude. » Ouais. Vraiment, les plus jeunes là, vraiment retenez ça par cœur. Ce ne sont pas les aptitudes, c'est pas ce que tu sais faire, mais c'est ton attitude. C'est tes réactions, tes interactions, tes soft skills qui déterminent ton altitude, qui déterminent à quelle hauteur tu vas t'élever dans la vie, devant certaines situations, professionnellement, dans ta famille, dans ta communauté. Ça vaut sur tous les plans. Elle est tellement passe-partout. Sur la phrase fétiche de Amsi, moi, on me l'a dit différemment. On me l'a dit quand j'ai eu des entretiens dans le cadre professionnel. Quand un des dirigeants m'a dit, je lui ai posé la question, c'est quoi un cadre? Parce que dans nos organisations, il y a le diplôme qui est la présomption de compétence, il y a le chemin. On se dit, j'ai fait un bac plus 4-5, donc je dois être cadre. On m'a répété très tôt qu'un cadre, c'est un ensemble d'attitudes et d'aptitudes qui vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre, ce qui explique que des gens plus diplômés soient des exécutants face à des gens moins diplômés. Je dis que c'est important. La troisième, c'est une anecdote. Rokhaya a cité sa maman, moi je vais citer ma fille. Au hasard des nouvelles, la première fois que je suis venu lui dire qu'on lui a dit il faut féliciter papa, il est passé DG, il m'a dit
c'est quoi être directeur général? Qu'est-ce que tu fais dans la banque? Ouais. J'ai essayé de lui expliquer difficilement ce que c'est. Elle m'a vu laborieusement parler. Il m'a dit, en fait, tu regardes les gens travailler. Parce que quand tu disais que tu étais directeur de ceci ou de cela, tu faisais. Mais quand tu es directeur général, tu regardes les gens travailler. Ouais. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je taquine souvent la gente féminine quand ils veulent avoir, au niveau de la domesticité qu'ils laissent à la maison, un niveau d'exigence sans leur donner cette capacité à gérer vos maisons quand vous êtes absente. Vous virez beaucoup de personnel, parce qu'il n'y a pas de préavis de licenciement, il n'y a rien, justement parce qu'ils ont mal mis la table, ils ont mal fait ceci ou cela, mais ils n'ont jamais mangé à table pour pouvoir mettre une table. Oui. Vous ne prenez pas le temps de leur expliquer. Absolument. C'est juste pour dire que, quel que soit le diplôme qu'on a, l'expérience et l'apprentissage sont des faits importants. Et c'est ce qui manque actuellement à la nouvelle génération. Et je terminerai par une anecdote assez drôle que je raconte à mon staff, parce que j'ai la chance de diriger une institution où je suis arrivé stagiaire d'abord, et où j'ai occupé des niveaux de bureau. Je leur ai dit assez souvent, un jour je les ai réunis en retraite pour leur parler. Et le discours était très violent et ça avait même dérapé un peu. Je leur ai dit, vous avez la malchance d'être dirigé par quelqu'un qui pendant 11 ans a occupé certaines positions ici. Et pendant 11 ans, je leur disais que toutes les personnes qui étaient au 3e étage, qui correspondent à la direction générale, étaient des idiots. Aujourd'hui, l'idiot en chef, c'est moi. Donc la seule différence, c'est que j'ai traité les gens d'idiots et maintenant je suis l'idiot en chef. Donc je sais ce que c'est être dans cette position. Et je conclurai par un aspect, c'est les évaluations que nous faisons, qu'on donne aux collaborateurs en disant qu'ils sont bien comportés, qu'ils sont mal comportés. La première fois qu'on m'a donné une fiche d'évaluation d'un collaborateur, c'est une personne plus âgée que moi. Et j'ai fait la classe avec son frère cadet et je devais le noter. J'ai gardé la fiche pendant 3 jours. Je n'ai pas pu lui donner une notation. Je l'ai photocopié, j'ai remis sa fiche, je lui ai demandé de se noter lui-même et qu'on fasse l'entretien. Cette personne a été plus dure avec elle-même que moi je l'étais. Donc tout l'entretien a passé à corriger la perception qu'il avait lui-même de son travail. C'est pour dire qu'on a des positions de certitude dans notre position, dans notre travail de tous les jours, mais il y a quelque chose qu'on ne remplacera jamais, c'est l'écoute. Absolument. Je n'ai pas retenu une des phrases de Baba quand j'arrivais, il en parlait, mais je note juste que les plus brillants dans notre cursus universitaire sont les piètres dirigeants, parce qu'ils ont des certitudes. Ils ont des absolument. Absolument. C'est tellement vrai que dans les fiches d'évaluation, lors des entretiens d'embauche, je demande toujours à recevoir les 3 premiers. Jusqu'ici, 80% de mes choix définitifs, c'est la 2e ou 3e personne. J'ai éliminé le choix d'un DRH parce que j'ai fait exprès de le faire patienter dans la salle d'attente pendant 10 minutes. Il est entré dans mon bureau très énervé parce que je l'ai fait patienter. Et même quand je m'excusais d'avoir été en retard, il ne m'a pas répondu. J'ai mené l'entretien à terme. Il était classé 1er. Je l'ai éliminé, j'ai pris le 2e. Il a été recruté par une autre compagnie. Et un mois après, il a déclenché une grève du fait de son comportement d'impatience. C'est pour dire que les premiers ne sont pas toujours les meilleurs. Non, absolument. Les derniers ne sont pas toujours les plus mauvais. Et il faut faire à chacun ce qu'il sait faire le mieux et laissant qu'il sait écouter. L'entreprise anglo-saxonne, le mentoring inversé, qui consiste à s'assurer que quelqu'un de très senior dans l'organisation est mentoré, donc, et en relation, en interaction, non pas de coaching, mais bon, de mentoring, c'est-à-dire donc de parrainage. Oui, de parrainage et d'accompagnement. Par quelqu'un de plus junior et nettement plus jeune, avec tout un accompagnement pour le faire correctement aussi. Moi, personnellement, dans mon entreprise, c'est quelque chose que j'adore. Justement, parce que comme tu dis, Raki, parfois tu te retrouves avec quelqu'un qui est recruté depuis 1 mois, parce que 20 ans que tu es dans la boîte, mettre nos koyaï, ou le bail, et puis il est là, il te regarde. En plus, moi, je suis DRH.
Donc tu as le petit jeune il est là devant moi, il me regarde, il se dit attends, celle-là, peut-être elle va me virer à tout moment, mais c'est mon contrat de gourou. Tout l'intérêt de cette démarche-là, c'est qu'on leur apprend les codes de la communication non violente. Ouais. Le terme est peut-être un peu mal choisi, mais la communication non violente, c'est quoi? C'est pas une question de violence en soi. C'est un mode de communication qui ne suscite pas chez l'autre une réaction de rejet. Et on en revient à ce que tu dis. La façon dont on s'exprime est presque plus importante que ce qu'on dit. Absolument. La façon dont le langage corporel, la façon dont on pose une question de manière non judgmental, qui ne porte pas de jugement, et surtout la façon dont on présente la chose selon sa perspective, sans dire tu es comme ci, tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu me dis ça, je te vire. Je blague. Mais c'est vrai. Mais si tu viens me dire telle chose qui se passe dans l'organisation suscite telle réaction chez moi, ou telle émotion chez moi, ou tel sentiment, ou voilà comment je comprends telle chose, c'est très différent de si tu viens me dire il y a des flics, tu ne vas pas faire long feu devant moi. Ouais. Et cet apprentissage-là, je trouvais critique. Sur ma jeune carrière professionnelle, j'ai eu à faire 7 entreprises différentes. Et pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a des règles établies que je trouve parfois anormales. Et quand on discute avec les RH, en tant que leader, je parle de manière très basse et je pointe ce que je dois pointer. Je vous donne un exemple. J'étais dans une entreprise qui appartenait à des Libanais. Je travaillais là-bas et parfois on nous disait, voilà, vous n'avez pas le droit d'être au même niveau. Par exemple, au niveau de la restauration, il y a 2 salles. Une salle qui appartenait aux Libanais et une salle qui appartenait aux Sénégalais. Alors qu'ils sont dans notre territoire, le Sénégal. Oui, ils sont sénégalais, mais par exemple, on est au niveau du Sénégal. Et là aussi, qu'est-ce que je te dis? Parfois, si tu as le courage de le dire, il y a des personnes comme moi, par exemple, j'ai le courage de le dire parce que je crois en moi. Après, ça va te coûter quoi? Tu vas être viré. Et si tu vas être viré, tu reviens chez toi, tu leur dis que j'ai été viré parce que j'ai commenté ou j'ai dit telle ou telle situation. Et après, qu'est-ce qu'on te dit? Prochaine fois, si tu es dans une entreprise, il faut te conformer aux lois et règles parce qu'il y a des factures à payer, tu es un responsable de famille, ainsi de suite. Raison pour laquelle j'ai du problème, j'aimerais aborder ce sujet avec vous, leadership, courage et pauvreté. Est-ce que les gens ne prennent pas certaines décisions parce qu'il y a la pauvreté qui les attend lorsqu'ils perdent leur boulot? Et est-ce que aussi les gens ont peur de dire de vouloir pas perdre leur boulot? Attention. Dans certaines certitudes. Nous tous, on est passé par ces certitudes. L'exemple qu'il a choisi de son patron libanais, qui peut être un patron français, c'est un exemple sénégalais également. Ouais. J'ai l'habitude de dire à la banque, en discutant avec les jeunes, quand on parle de racisme, quand on a un patron sénégalais qui vous empêche de prier, qui vous empêche de manger, on va dire de façon horrible. Quand c'est un Libanais ou un Français, on dit qu'il est raciste. Il est raciste, absolument. Le racisme, c'est rien d'autre qu'une perception d'une stigmatisation. Je vais revenir sur la prière en lieu professionnel. J'ai une fois posé le débat à mon père, qui est mort imam. Il m'a dit, liggéey ci jaamu Yàlla la bokk. Absolument. Donc, si on est en milieu professionnel et qu'il y a un choix à faire entre faire patienter un client et prier, vous ne savez pas si le client fait patienter à un mourant à l'hôpital ou pas. Donc, la religion, c'est un contrat entre l'individu et son Dieu. Absolument. Le travail, c'est un contrat avec la société. Absolument. Je voudrais dire aux jeunes qu'on est dans une période de déconstruction. Non, dans la période de déconstruction, les réseaux sociaux mettent tout le monde au même niveau de bêtises, pour ne pas dire d'égalité. Absolument. Il y a une valeur du leadership qui est importante, c'est l'exemplarité. Absolument. C'est l'exemplarité. Si on regarde, le premier modèle que nous avons, c'est nos parents. C'est parce qu'ils sont exemplaires dans la perception que nous avons d'eux. Hier, j'ai discuté avec une personne qui voulait que je sois parrain d'un événement. Je ne vais pas apparaître des références. Je dis chacun a des références, pas une seule référence. Si vous choisissez un seul référent, si à 80 ans il fait la bêtise de sa vie, vous aurez honte parce que vous avez choisi quelqu'un qui n'a pas fini de faire des bêtises et de bonnes choses. Ayons des références, choisissons au niveau de chaque personne ses meilleures qualités. Et dans nos vertus de sutura,
on nous demandait de ne pas regarder les mauvaises choses que les personnes âgées faisaient. Parce que ce n'est pas des choses à regarder et à copier. C'est important que les jeunes puissent savoir que l'exemplarité ne s'apprend pas à l'école, mais il s'apprend partout. C'est ce qui faisait que quand on rencontrait un ami de son père, c'était son père qui vous empêchait de faire des choses. C'est important. L'école est en train de pervertir des valeurs sociétales que nous avons. Burundi, des États-Unis, de France, d'Amérique ou d'ailleurs ont pu nous écouter pendant près de 3 heures de discussion. Je pense que chacun d'entre nous a apporté le témoignage de ce que c'est que le leadership, ce que c'est que l'engagement citoyen et ce que c'est que l'intégrité, l'éthique. Ce sont des valeurs, il y a une certaine forme d'universalité de toutes ces valeurs-là. Les déclinaisons peuvent varier d'un continent à l'autre, d'une communauté à l'autre, mais les valeurs sont fondamentalement les mêmes. Et je remercie Rokhaya, je remercie tous ceux qui ici ont contribué au succès de cette initiative. Moi, j'en rêve des sous-bibliothèques dans tous les coins du Sénégal. Alors, ne minimisez pas votre apport, ne minimisez pas votre contribution. Moi, ce que je le fais à Pikine à ma propre échelle. Mais je pense que chacun d'entre vous peut prendre un petit enfant et puis le prendre avec lui donner des conseils. Les gens qui m'ont aidé, la plupart d'entre eux ont disparu. Mais je garde en tête que c'est grâce à eux, parce qu'ils m'ont tendu la main, qu'aujourd'hui j'ai pu avancer. Et j'essaie moi aussi de tendre la main. Et donc cette notion de give forward, c'est-à-dire semer une graine pour les gens de notre génération, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. En tout cas, merci à tous. Et puis, merci. Yal na nga raf say maam